je vais prendre un local, je vais mettre 5-6 pistes, ça va me coûter 200 000 euros. Et vu ce que ça me rapporte, je pense qu'en 6 mois, je suis rentable. J'écoute, fonce mon gars, parce que si tu fais ça, tu seras le roi du monde. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi à le faire. Aujourd'hui, de toute façon, si tu veux ouvrir un 8 pistes, t'es quasiment à 1 million d'euros. Les pistes de paddle représentent entre 20 et 25% d'investissement. La pratique va exploser, plus il va y avoir de pistes. Le conseil qu'on pourrait donner, c'est si tu veux t'implanter dans une ville, c'est d'avoir une piste pour 8-10 000 habitants, pas plus. Ce qui est sûr, c'est que Fort Paddle aujourd'hui, c'est le leader du paddle en France. Il y a la conquête d'aller en dehors du territoire national français. En fait, on a des reculs où on va aller tester à droite ou à gauche telle ou telle chose. Et puis ça marche, après c'est déployé. Quand tu es un indépendant, c'est plus compliqué. Beaucoup de choix de joueurs de tennis font la comparaison en disant en fait le tennis c'est un peu lent, c'est un peu mou. On va dire on se fait chier, mais en fait il colle plus avec la vie d'aujourd'hui où on veut tout vite, tout de suite, là maintenant. Moi demain, si je veux conserver mon homologation, il faut que je fasse minimum 40 licences par piste. Nous, on perd de l'argent à chaque fois qu'on vend une licence. Moi, j'assimile beaucoup l'entrepreneuriat au sport de haut niveau. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle, le podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on va parler business, paddle, franchise et coulisses de Fort Paddle, le groupe leader en France. Et pour ce premier podcast, parce que c'est le premier numéro, mais je ne sais pas dans quel ordre il sera diffusé sur YouTube, j'accueille Guillaume Le Floch. Salut Guillaume, comment tu vas ? Salut Franck, bien et toi ? Ça va super. Écoute, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais rapidement au sein de la structure Fort Paddle. Tu me laisses un peu de temps alors ? Vas-y, t'as tout le temps que tu veux. Écoute, Guillaume Le Floch, 42 ans, je suis chef d'entreprise depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé avec une première boîte où je me suis fait les dents sur une activité de foot à 5. Et puis successivement, j'ai ouvert différents business dans lesquels aujourd'hui, j'ai ouvert donc du fitness, de la restauration. J'ai une petite boîte dans le bâtiment, on fait de la serrurerie métallerie, un peu d'IMO. Ça va de A à Z. Et ouais, un peu transversal. J'ai présidé toute l'antenne du Réseau Entreprendre 93 pendant 5 ans, de 2007 à 2022. Je suis très impliqué chez Réseau Entreprendre, qui est un réseau qui m'a accompagné et pour lequel aujourd'hui j'ai envie de donner de mon temps et de mon énergie pour accompagner des entrepreneurs. Puis parallèlement à ça, je suis parachutiste, ça c'est une activité que j'adore. Moi j'adore l'aérien, je passe actuellement aussi mon PPL, donc le Private Pilot License, donc en fait la licence du pilote privé. Et donc voilà, je suis fan d'aérien, dès que je peux, je m'envoie en l'air dans tous les sens, en avion, en para ou autre. Hier encore, tu vois, j'ai volé à la soufflerie d'iFly avec mes potes qui sont champions du monde de parachutisme. Donc voilà, et en fait c'est vraiment mon moment de ressourcing, l'aérien, vraiment. Super. Je crois que j'avais vu dans un précédent podcast, tu m'as envoyé le lien qui était très bon, on le mettra en description. Tu étais chez Brix, si mes souvenirs sont bons. Yes. Et tu avais dit que tu n'avais pas passé ton diplôme pour être pilote ou quelque chose comme ça ? C'est en cours, ça prend du temps. C'est 2-3 ans, ouais. Okay. En fait, soit tu le fais à 100% et en 6 mois, 9 mois minimum, tu peux le passer. Sauf qu'il y a une grosse partie théorique, il y a une grosse partie formation que maintenant tu dois passer en e-learning, donc il faut vraiment être rigoureux là-dessus. Et après, tu as un nombre d'heures à faire. Là, j'ai une petite vingtaine d'heures de vol aujourd'hui, où normalement, je devrais commencer à faire le lâcher, ce qu'on appelle lâcher solo. Mais bon, il faut du temps, tu vois. En gros, pour voler 45 minutes, ça me prend presque une demi-journée. Il faut que tu arrives sur la zone en question, tu fais le briefing de vol, tu prépares les NOTAM, ensuite tu fais toute la préparation pré-vol. Puis après, tu es parti, tu fais ton petit vol tranquille pendant 45 minutes, tu reposes, et puis après, tu refais le débrief. Il faut ranger l'avion, parfois, il faut le nettoyer, il faut refaire le plein. Enfin, il y a tout un tas de choses qui fait qu'en gros, comme on le dit à chaque fois, c'est le moyen le plus rapide, mais sur lequel il faut prendre le plus de temps. Ok, mais dans tout ça, là, tu m'as énuméré plein de choses, mais tu ne m'as pas parlé de paddle. Non. Donc, comment le paddle est entré dans ta vie et à quel moment tu t'es dit, je veux en faire un business ? Écoute, bonne question, parce qu'en fait, le paddle, moi, à la base, je le connais depuis, on va dire, plus de 10 ans, où je l'ai vu apparaître dans des structures et c'était pas un sport qui m'intéressait. Et il y a plus de 10 ans, tu m'as dit ? Un peu plus de 10 ans, ouais, je l'ai vu dans certains centres qui mettaient une piste. Et je disais, qu'est-ce que c'est que ça ? Je regardais ça vraiment avec un œil pas du tout intéressé. Et puis, Réseau Entreprendre, dans lequel j'étais très impliqué, surtout sur la Seine-Saint-Denis. Un projet, en fait, qui m'arrive pour un accompagnement et une validation pour valider ou non un lauréat futur, qui est devenu Casa Paddle. Et donc, je rencontre les 3 fondateurs, Olivier, José et Fabien. Et donc, du coup, je vois 3 gars qui me disent, écoute, Guillaume, toi, tu as ouvert un centre de foot à 5. C'est sensiblement pareil, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir des terrains de foot, on aura des pistes de paddle. Et donc là, je découvre le paddle et je dis, mais attendez, le paddle. Et
En fait, si je retourne un peu en arrière, en 2008, moi j'ai vécu un petit peu en Espagne et au Portugal. Et on tapait parfois la balle comme ça en rigolant avec des potes. Et il y avait des linéaires, je dis bien des linéaires, genre 30, 40 pistes à certains endroits dans Madrid. Et on voyait les gens jouer au padel. Et en fait, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Ça ne matchait pas parce qu'on n'avait pas du tout cette appétence en France. Et du coup, 2016, donc il y a 10 ans maintenant, je reçois ces 3 porteurs de projets sur lesquels ils me demandent mon avis, on les accompagne. Et du coup, ils me demandent, à l'issue où ils ont passé tout le parcours, ils deviennent lauréats, que je devienne leur mentor. Et donc, du coup, je les accompagne pendant 2 ans et demi, 3 ans. Dans le cadre de Réseau Entreprendre? Dans le cadre de Réseau Entreprendre, ou quand tu es lauréat chez Réseau Entreprendre, tu es accompagné financièrement et humainement. Financièrement, on leur a prêté un peu d'argent et on les a aidés à lever leur bouclage financier. Et derrière, en fait, on alloue un chef d'entreprise. Donc, ils ont souhaité que c'était moi qui les accompagne. Belle expérience. J'ai vu du coup un peu les dessous du paddle parce que là, je vois un premier centre qui s'ouvre avec 12 pistes. C'est Saint-Denis. Hein. C'est Saint-Denis, ouais, Casa Padel Saint-Denis, Mmh. le tout premier qui s'appelle Casa Padel Uno. Et donc, du coup, depuis, ils en ont ouvert d'autres. Et en l'occurrence, c'était assez prématuré parce que 12 pistes dans un lieu comme celui-ci, ils se sont un peu cassé les dents au démarrage. Maintenant, ils connaissent une belle success story, comme le paddle connaît une belle success story. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, découverte. Et en fait, de suite, avant qu'ils ouvrent, pendant que c'était les travaux, il m'invite, il me dit, Guillaume, viens taper la balle quand même parce que tu as fait du tennis il y a longtemps, tu aimes bien les sports de raquettes et les sports en tout genre. Donc, je découvre et là, je commence à taper la balle et je prends un vrai plaisir, mais dès les premiers coups de raquette. Et du coup, je m'en rappellerai encore, hein, avant même qu'ils ouvrent, je fais venir plein de potes. Je leur dis, voilà, écoutez, si vous voulez, je vous fais une genre de pré-inauguration entre nous. Donc, du coup, j'ai fait venir des élus, le maire d'Épinay, des amis autour de moi et on organise un petit truc un peu sympa juste avant qu'ils ouvrent. Et du coup, de là commence vraiment pour moi la pratique du paddle parce que j'ai commencé à être premier client fidèle de Casa Paddle depuis qu'ils ont ouvert en 2017. Mais quand même, il faut avoir une sacrée paire de couilles pour monter directement un premier complexe à 12 terrains. Quand même. Parce que maintenant, ça paraît un peu normal d'avoir beaucoup de terrains. Enfin, tout du moins, 4 terrains, ça paraît petit complexe. Mais 12 terrains, quand même, c'est un projet à combien, ça? Écoute, j'ai plus les chiffres, mais on dépassait le million d'euros, ça c'est sûr. Aujourd'hui, de toute façon, si tu veux ouvrir un 8 pistes, t'es quasiment à 1 million d'euros. Clé en main. D'ailleurs, tu vois, ça me fait bien rire. Tous les gens qui viennent me voir et qui me disent, écoute, Guillaume, combien ça coûte une piste de paddle? Oui, Enfin, même pas une piste. Un terrain, parce que personne comprend la différence. C'est qu'en espagnol, on dit une pista et pas autrement. Donc, une piste de paddle. Et on dit, bon, combien ça coûte un terrain? Tu dis pourquoi? Ouais, parce que j'imagine là un hangar, je vais mettre 5, 6 terrains. Ouais, et je dis et donc en fait, dans leur tête, tu vois, c'est genre, je vais prendre un local, je vais mettre 5-6 pistes, ça va me coûter 200 000 euros. Et vu ce que ça me rapporte, je pense qu'en 6 mois, je suis rentable. J'écoute, fonce mon gars, parce que si tu fais ça, tu seras le roi du monde. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi à le faire. Et donc, non, aujourd'hui, en fait, il faut se dire qu'un complexe, en plus, tous les modèles économiques aujourd'hui qui sortent de terre, que ce soit dans le paddle, dans le fitness, même dans la restauration, dans l'hôtellerie, tu as un vrai travail qui a été fait sur l'expérience client. Donc, l'aménagement, la déco, le concept. Un investissement aujourd'hui où tu mets 1 million d'euros et tu ouvres un 8 pistes, les pistes de paddle représentent entre 20 et 25% de l'investissement. Donc, c'est le plus gros poste. Mais quand tu mets bout à bout, en fait, c'est pas si important que ça. Pourquoi? Parce que les vestiaires, le clubhouse, la décoration, c'est devenu quelque chose d'hyper important. Il y a 15 ans en arrière, je me rappelle, quand on ouvrait des centres de foot à 5, on prenait un hangar, on mettait les terrains, on mettait un coup de peinture et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On cherche à avoir une vraie expérience client dès le moment où les clients ouvrent la porte et franchissent l'accueil. Il faut qu'ils rentrent dans un univers dans lequel ça va transpirer le paddle. Et donc, forcément, ça coûte beaucoup d'argent. Et en moyenne, tu vois, un 8 pistes, il faut compter un petit million d'euros aujourd'hui en termes d'investissement. Ouais. Pourquoi tu as choisi For Paddle plutôt qu'un projet indépendant? Parce que tu l'as dit en début dans l'introduction, tu as déjà monté d'autres boîtes, donc où tu étais vraiment, je pense, tu me diras si je me trompe, mais vraiment le seul capitaine à bord. Quand tu es au sein d'un réseau, tu es aussi le boss, mais tu n'es pas aussi le boss, puisque tu dois avoir des comptes à rendre, entre guillemets. Donc pourquoi tu as choisi For Paddle? Écoute, j'ai déjà eu des expériences franchisées, et encore aujourd'hui, donc je pense avoir l'expérience dans le domaine, et je sais comprendre aujourd'hui pourquoi il faut aller plutôt vers la franchise ou plutôt vers un modèle indépendant. Ce qui est sûr, c'est que For Paddle aujourd'hui, c'est le leader du paddle en France, il n'y a pas à dire. C'est d'ailleurs la marque qui a le plus de pistes sous effigie de leur marque dans le monde. Il n'y a aucune enseigne aujourd'hui qui a
autant de pistes sous leur enseigne. Il y a majoritairement que des indépendants. En Espagne, il n'y a quasiment que ça. Il n'y a pas vraiment de réseaux qui se sont montés. D'ailleurs, c'est typique français là, de vouloir créer comme ça des chaînes. Et donc, Fort Paddle, pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, je connais très bien les fondateurs, surtout dans les trois, Joseph. Tony et Guillaume, on se connaît bien, mais Joseph, vraiment, c'est quelqu'un que j'ai pratiqué depuis longtemps. Donc, forcément, il y avait une certaine appétence entre lui et moi. Et puis, les choses ont fait que quand tu veux être le meilleur, tu vas voir les meilleurs. En l'occurrence, Fort Paddle aujourd'hui est quand même l'enseigne qui brille sur le marché national français. Donc, il n'y avait aucune raison que j'aille voir une autre enseigne que celle-ci. Et c'était quoi à la base, Fort Paddle, c'était quoi là, avant ? Avant, c'était un centre de foot à 5. Pendant 15 ans, on a fait du foot à 5. Donc, j'ai fait partie des premiers. Tu as eu Urban. Ça s'appelait comment avant ? Urban Football et après Urban Soccer. Après, tu as eu aussi le Five qui est ouvert. Et peu de temps après le Five, en fait, à quelques mois d'intervalle, on a ouvert à Épinay. Joseph, maintenant le fondateur du groupe Players, qui intègre la marque Fort Paddle, avait ouvert le Five à Bobigny. Nous, peu de temps après, on ouvre en fait le Foot in Five à Épinay. Et donc, on se retrouve concurrents. Et aujourd'hui, tu vois, on travaille ensemble dans la même enseigne. Ok, ça veut dire que dans le groupe Player, si je ne me trompe pas, tu as la marque Fort Paddle. Donc, la marque Fort Paddle a vraiment été créée. C'est pas quelque chose qui a été transformé. Par exemple, avant, c'était une marque de foot et puis c'est devenu une marque de paddle. Le groupe Players, aujourd'hui, tel qu'il s'appelle, regroupe plusieurs marques. Le Five, en l'occurrence, Zidane FC, la Zidane Academy, rattachée au foot, mais surtout la marque Fort Paddle, qui est vraiment une marque à part entière, dans le sens où ils ont commencé en 2014 à installer dans des centres de foot à 5, du coup, des pistes. Okay. En disant, voilà, on va tester, comme ils le font aujourd'hui avec le pickleball. Ils sont assez précurseurs là-dessus. Ils vont chercher comme ça des sports longtemps avant que les sports émergent, en disant, il va falloir qu'on commence à l'intégrer dans la pratique des Français pour commencer à créer peut-être des habitudes, pour voir aussi comment le modèle il tourne, comment on va l'adopter. Et puis, en fait, les pistes, depuis quasiment 2014, ils ont commencé à en installer. Donc, Champigny, Créteil. Puis, à un moment donné, vraiment, l'essor avec le gros complexe qui sort, c'est à Marville, 2020, en pleine période Covid, où là, il y a 16 terrains, 9 terrains de foot et 7 pistes de paddle. Et là, ça devient vraiment le premier gros centre qu'ils ouvrent. Et en l'occurrence, après, on connaît maintenant la success story du groupe qui ouvre quasiment 15 clubs par an. Aujourd'hui, voilà, quand c'est français, c'est 100% français. Le premier club était en France. Le premier club était en France. Maintenant, il y en a en Europe. Alors aujourd'hui, ils ont la France qui commence à être bien maillée et qui va continuer à être maillée. Et l'été dernier, ils ont racheté 5 clubs en Allemagne qu'ils ont basculé en bastion Fort Paddle. Donc là, aujourd'hui, il y a la conquête d'aller en dehors du territoire national français, de dire l'Allemagne est un territoire qui est en totale carence et en manque de pistes de paddle. Et donc, en fait, c'est le constat d'il y a 10 ans en arrière en France, où c'est un territoire dans lequel ils vont aller mettre et planter des drapeaux, quoi. Stylé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est, c'est quoi être franchisé de Fort Paddle et c'est quoi les différences avec un non franchisé ? Écoute, la franchise, ça va t'apporter ce que potentiellement, tu n'es peut-être pas capable de développer, ou potentiellement, c'est ce qui va aussi te permettre d'être plus rapide dans ton ouverture. Je m'explique. Quand tu dois créer une boîte, tu vas créer une marque, tu vas devoir créer peut-être son slogan, tu vas devoir créer le logo, tu vas devoir créer tout ce qui va aller autour de cette marque. Ça prend beaucoup de temps. Ensuite, tu vas falloir rédiger le modèle. Quel est mon modèle économique, comment il fonctionne. Et puis, dans le paddle, il y a une particularité, c'est que quand tu ouvres des pistes, en fait, le premier point important, c'est comment je vais gérer mon flux, c'est-à-dire comment je vais gérer mes appels entrants ou mes demandes entrantes pour les matcher avec mes réservations. Et donc, en fait, pourquoi le modèle de franchise ? C'est qu'en gros, je n'ai pas eu besoin de me prendre la tête, entre guillemets, à devoir travailler sur le modèle économique, le concept de marque, le logo, l'enseigne, le code de couleur, comment je vais agencer ici, comment je vais agencer ça. Je vais me reposer en fait sur l'expérience d'un franchiseur qui, lui, a déjà testé son modèle, a déjà sûrement connu plein de galères, a réussi à peaufiner tout simplement le modèle financier et en gros apporte une solution pour éviter de te planter au démarrage. Un franchisé, il va surtout chercher l'expérience du franchiseur. Il va chercher des solutions techniques. Nous, aujourd'hui, le principal outil qu'on a qui nous permet aujourd'hui de gérer le flux est un atout hors norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'indépendant, je n'aurais pas la force de frappe qu'a aujourd'hui le groupe Fort Paddle. On a un outil informatique qui permet à n'importe quel joueur de réserver en ligne via un ordinateur ou via tout simplement
l'application mobile, de sécuriser le paiement pour le franchiseur et le franchisé, parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi la première source de problème. Comment aujourd'hui, si j'ouvrais un centre, je gère mes demandes entrantes et que je dois faire matcher sur un planning de réservation et sécuriser le paiement, gérer la caisse, clôturer comme il faut les chiffres. Ça, c'est déjà un truc fondamental. Et donc, demain, quand tu te crées et que tu dois lancer ton modèle en marque indépendante, il va falloir que tu mettes des moyens extrêmement importants, même s'il commence à exister aujourd'hui des opérateurs qui te proposent des choses mutualisées. Ils n'auront pas forcément la même appétence que ce que a aujourd'hui ForPadel parce qu'ils ont développé leur propre outil et qui existe depuis maintenant quasiment presque une quinzaine d'années parce que ils ont commencé avec le foot, puis ils ont développé sur le paddle, mais on a aussi ils ont appliqué ce qu'ils faisaient au foot, au paddle. Exactement. Et puis en fait, ils l'ont fait matcher, ils l'ont travaillé. Ils ont au sein du groupe, il y a une force digitale, il y a une force IT qui est phénoménale. Et donc, ils ont développé leur propre outil de réservation. Et ce qui est le plus fort aujourd'hui, c'est que chez ForPadel, un client, par exemple, peut réserver sa piste, il peut souscrire sa licence en ligne. On est la seule enseigne à pouvoir faire ça. Donc, on a un pont qui est raccordé directement avec la Fédé. Donc, tu peux aller sur le site, tu payes ta licence sur le site, tu récupères ta licence, tu peux t'inscrire à un tournoi, homologué ou en loisir. Tu peux même payer avec différents modes de paiement, carte bleue, mais tu peux payer avec ton abonnement. Si tu souscris un abonnement, tu le payes avec. Et tu peux aussi payer avec le Gymlib, qui est aujourd'hui devenu un paiement assez courant pour surtout la clientèle entreprise et pour lequel, du coup, tous ces paiements viennent se matcher ensemble dans une caisse. Alors, ça paraît peut-être un peu comme ça, bizarre de dire, mais pourquoi ils parlent de ces trucs-là? C'est qu'en fait, il y a tellement de flux, et surtout, il y a tellement de flux monétiques et tellement de flux et de paiements par jour à gérer. En gros, si ce système-là est sécurisé, tu gagnes déjà, mais allez, il y a beaucoup de temps. 60% déjà du temps au démarrage, vraiment. Je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça dans un de mes précédentes boîtes que j'avais montées. Il m'avait dit, mon premier conseil, le mec, il m'avait dit, quoi qu'il se passe, il faut que le client, il n'ait pas de souci de paiement. Exactement. Ah, c'est la chose numéro 1. Après, tu verras les remboursements, le machin, le bidule, mais il m'avait dit ça et ça m'avait... Et tu vois, moi, je l'ai connu dans l'activité de foot à 5. Pendant 15 ans, on a fait ça. En tant qu'indépendant, je n'avais pas la force de pouvoir développer mon propre outil informatique, donc réserver en ligne, sécuriser la réservation. Alors, on avait des outils qui étaient pas trop mal, mais qui n'étaient pas aussi performants et optimisés, en effet. Et puis aujourd'hui, nous, on est capable de sortir un nombre de stats, de chiffres via l'outil qu'ils ont développé. Et c'est ça qui est important, c'est qu'après, en fait, cette data, il faut pouvoir en faire quelque chose. Et donc, avec ForPadel, au vu du nombre de centres qu'ils ouvrent, on a aussi le recul. Ah bah tiens, chez ForPadel, on sait que ces créneaux-là, ils marchent plutôt bien. Ces créneaux-là, il faut plutôt les optimiser. On a un échange qui se fait avec l'ensemble des centres d'Île-de-France. Comment on doit aujourd'hui réorganiser ou réaménager les offres. Et donc, ce travail aussi collectif, tu ne peux pas le faire quand tu es indépendant. Indépendant, tu es tout seul. Tu ne sais pas peut-être ce qui marchera pas. Et puis, dans le groupe, tu vois, maintenant, il y a quand même une quarantaine de clubs ouverts dans différentes marques dans le groupe Players. En fait, on a des reculs où on va aller tester à droite ou à gauche telle ou telle chose. Et puis, ça marche, après, c'est déployé. Quand tu es un indépendant, c'est plus compliqué. Là, tu as la force du nombre. Alors, comment ça se passe? Imagine, toi, demain, moi, je veux être franchisé. J'ai un billet d'entrée à payer. Ce billet-là d'entrée, je suppose, il dépend de quoi? Est-ce que c'est tout le temps le même montant fixe? Et après, c'est quoi? En fait, tu repasses un pourcentage du chiffre d'affaires global à la franchise, c'est ça? Alors, je vais peut-être pas rentrer en tout le détail, mais en fait, que ça soit chez ForPadel ou dans une autre enseigne, quand tu prends un contrat de franchise, alors après, il existe plein de modèles. Tu peux avoir sous forme d'un contrat d'adhésion, licence de marque, franchise ou autre. Après, chaque enseigne après va modéliser son type de contrat. Le contrat de franchise, en général, je pense qu'à 100% des cas, tu as ce qu'on appelle un droit d'entrée. Okay. Donc, en fait, quand tu viens, c'est des frais que tu vas payer, plus parfois des frais complémentaires pour pouvoir rentrer en fait, dans l'enseigne, d'avoir en gros en 1 la réservation de la zone géographique, ça c'est important, de pouvoir utiliser le nom commercial, de bénéficier de l'ensemble des outils, l'ensemble de la communication. Puis après, tu vas avoir des frais de formation, comment on va t'accompagner pour te former à l'usage du modèle. Ah, c'est pas compris ça dans la franchise? Pas forcément, il y en a qui le... Mais après, c'est une question de package. Il y en a, ils vont te dire, tiens, le droit d'entrée, c'est tant, il y a tout dedans. Et d'autres, ils vont te dire, le droit d'entrée, il sera de temps, et puis on te rajoute tant. Okay, d'accord. Et puis après, tu vas avoir différents formats de facturation. Donc, tu vas avoir une redevance ou un montant qui t'est ponctionné chaque mois, soit sous forme de variable ou de fixe, ou l'un ou l'autre ou les deux.
ça dépend. Chaque marque, après, applique en fait un moyen de redevance qui va s'allouer en moyenne, si je ne me trompe pas, dans les réseaux de franchise de l'ensemble des enseignes qu'il y a en France, peu importe le métier, tu es sur un truc entre 5 et 8%. Ok. Donc, le chiffre d'affaires que tu vas faire, ce pourcentage-là, tu vas le transmettre en fait à ton franchiseur et qui, lui, en fait, doit s'alimenter de cet argent pour pouvoir, en fait, d'ailleurs, développer, dynamiser, communiquer, justement. Mais c'est quoi, c'est un dossier que tu montes? Moi, demain, imagine, c'est pas le cas. Hein. C'est pas du tout le cas. Mais demain, il y a un gars qui regarde cette vidéo, il veut être franchisé Fort Paddle. Il va avoir Fort Paddle et il leur dit je monte un dossier. Alors, c'est pas leur vocation aujourd'hui. Ah, parce que tu es le seul franchisé d'Île-de-France. Je suis le seul franchisé d'Île-de-France et ils m'ont fait une fleur parce qu'avec Joseph, on se connaissait bien et ils m'ont dit vas-y, c'est pas leur modèle principal. Aujourd'hui, les franchisés qui sont installés sont en province et c'est l'objectif. D'ailleurs, tu vois, le prochain centre que j'ouvre n'est pas en Île-de-France, il est en province, à Blois exactement. On peut l'annoncer. Fort Paddle. Ça sera un centre Fort Paddle. Il y aura d'autres activités aussi, mais il y aura majoritairement du paddle. Et donc, en l'occurrence, voilà, leur objectif, c'est de se dire les 20 plus grandes villes et métropoles de France sont sous bastion succursale, donc purement gérées par le siège. Les autres villes, on les ouvre à la franchise. Maintenant, c'est pas non plus leur philosophie parce qu'ils ouvrent tellement de succursales que soit aujourd'hui tu ouvres des centres en propre, soit tu ouvres des franchises. Faire les deux en même temps, ça peut être musclé, surtout quand tu n'es pas capé et que tu n'as pas les ressources pour. Donc aujourd'hui, ils sont assez timides, mais c'est une vocation, de ce que je peux comprendre, à travailler sur du long terme. Ce qui est sûr, c'est que quand tu rentres dans une franchise, que ce soit Fort Paddle ou même une autre marque, dans un autre domaine d'activité, tu vas avoir au démarrage tout ce qu'on a pu dire, un droit d'entrée à payer, tu vas être formé, puis ensuite on va t'accompagner à ouvrir, puis ensuite tu vas ouvrir, et après la vie fait que tu vas te développer, et puis tu vas payer après des redevances directement. Ouais. Je comprends. Tu diriges aujourd'hui le Fort Paddle d'Épinay, donc tu m'as dit qu'avant c'était un centre de foot. Oui. Il y avait combien de terrains de foot? On avait 6 terrains, on avait 4 en indoor et 2 en outdoor, et on l'a switché en 8 pistes, 6 pistes indoor et 2 pistes outdoor. Plutôt très satisfait de ce switch parce qu'à un moment donné, il fallait se réinventer. Je pense qu'après 15 ans d'existence de foot, ça faisait 15 ans ça faisait 15 ans qu'on faisait du foot à 5, 15 ans où je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'on se réinvente et pour lequel je pense qu'à un moment donné, quand tu es trop dans une même activité, tu finis peut-être par être moins dynamique. Donc le paddle, on y a songé parce que j'ai été approché par le groupe dans un moment où ils pensaient à se dire qu'est-ce qu'on fait avec Épinay, est-ce qu'on lui fait une proposition. Moi, j'y pensais au même moment et en fait, ça a matché. C'est-à-dire qu'avec Joseph, on s'est posé et on s'est dit on y va, ouais, allez, vas-y, on y va. Et donc, du coup, ils m'ont laissé une belle chance de se dire vas-y avec notre marque sur ce club-là. J'ai eu une exclusivité parce que normalement, il n'y a pas de franchisé en Ile-de-France, donc je les remercie encore. Je les remercie de m'avoir accompagné parce que je pense que là, aujourd'hui, le succès du club, il est en grande partie grâce à eux parce qu'ils nous ont donné en fait les outils pour nous aider à faire un beau démarrage. On a quand même un soutien humain dans le sens où ils nous apportent quand même toutes les solutions quand on a besoin. Et puis nous, on est venu mettre aussi notre patte. On est venu mettre notre patte sur différents sujets comme par exemple le ProShop. Moi qui ai fait 2 ans il y a longtemps chez Decathlon, j'applique purement ce que j'ai appris et là, je me fais vraiment plaisir. C'est pas Attends, je sais pas si on le coupera au montage au pire, mais Yacine, il m'a dit que c'était un des meilleurs ProShop, je crois. On est le ProShop numéro 1 de France, ouais. C'est là où on fait le plus de chiffres. Parce que, tu vois, là-dessus, je pense qu'ils ont... c'est bien. C'est très bien, on est très contents. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Et là où on a une particularité, c'est que nous, en tant que franchisés, du coup, on défend notre beefsteak. Une succursale, tu mets des salariés, en limite, j'ai envie de te dire, tu as des très bons salariés, mais malgré tout, ça reste pas leur affaire. Nous, on va se battre jusqu'au bout. Donc, ils se battent très bien pour générer du flux. Mais sur le ProShop, je trouve qu'ils ont été un peu timides. Et puis là, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire dans le sens où on a un bon partenaire avec Babola. On a un partenaire exclusif. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que du coup, on a un partenariat fort avec la marque. Mais de l'autre côté, on ne peut pas vendre d'autres produits d'une marque concurrente. Mais du coup, Babola, aujourd'hui, peut t'équiper de la tête aux pieds. Chaussures, chaussettes, survêt, short, maillot, veste,
raquettes, sacs, et encore, ils ont encore plein d'autres accessoires. Donc, c'est une marque en plus française. Donc, c'est bien de la mettre en avant avec un idole du paddle, même s'il n'est plus numéro 1 français, qui est Juan Lebron. Donc, c'est une marque qui fait bien parler d'elle, qui est bien implantée, qui marche bien, en tout cas, qui est plutôt facile à commercialiser, même si aujourd'hui, on a tellement de possibilités d'acheter des produits de marques concurrentes. Je ne sais plus combien de marques il existe. Il existe de plus en plus, d'ailleurs. Et de plus en plus. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, réellement fort. Et puis, du coup, j'ai dit, tiens, j'ai fait 2 ans chez Decat, en plus dans des sports de raquettes. Je vais appliquer ce que j'ai appris. Toi ? Ouais, j'ai fait 2 ans c'est incroyable. Au décathlon de T'as pas été champion de fléchette aussi tout à l'heure dans 20 minutes, tu m'as dit j'étais champion de fléchette, les gars aussi. Non, mais en fait, tu vois, quand j'étais jeune étudiant, j'ai travaillé 2 ans en fait au décathlon d'Herblay dans l'univers sport de raquettes. Donc t'es du 95 à la base 93, 95, mais pas de décathlon en 93 où j'ai trouvé une place. Donc j'ai trouvé et puis Herblay, grosse machine de guerre. de ouf. 3e gros décathlon de France. Donc en fait, j'ai été dans le bon endroit, hyper bien formé. Et donc, du textile, de la chaussure et surtout tous les sports de raquettes dans l'univers dans lequel j'étais. Il y avait déjà du paddle à l'époque ? Il n'y avait pas encore de paddle. Il n'y avait rien en paddle à l'époque. 2003. Moi, je vois bien que le linéaire paddle, il grandit au fur et à mesure du temps. Je le vois à Décathlon. Je trouve pas assez quali parce que souvent, c'est un peu le bazar, je trouve, dans le rayon. Mais il prend de la place. Il prend de plus en plus de place. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, moi, ce que j'ai appris surtout, c'est comment, à un moment donné, on anime en fait un linéaire. Comment, en fait, quand on arrive, on accroche le client avec le produit et la dynamique qu'on doit mettre autour d'un pro shop. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai appliqué les règles que j'ai appris chez Decat, où je m'éclate plutôt pas mal avec ce pro shop. Et donc, ouais, on fait des chiffres où le challenge l'année dernière, on l'a remporté haut la main. Là, il y a un nouveau challenge qu'on est en train de remporter haut la main. Et je pense qu'il y a des choses à faire dans les futurs clubs Fort Paddle, enfin, en tout cas, je l'espère. On va pouvoir apporter, nous, notre expérience là-dessus pour les autres clubs. Tiens, j'ai une question qui me vient, je ne l'avais pas prévu. Mais là, au sein de Fort Paddle d'Épinay, il y a un resto. Comment ça se passe d'ailleurs pour le resto ? C'est-à-dire que le resto, en fait, il loue l'emplacement à Fort Paddle, c'est ça ? Ouais, c'est un peu particulier. C'est que depuis un peu moins au démarrage, quand j'ai ouvert le foot, je gérais la restauration. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était quand même un métier compliqué. Je le sais encore plus maintenant parce que j'ai un restaurant brasserie dans le Val d'Oise. Donc, le métier de la restauration est dur et encore plus compliqué maintenant avec les problèmes de marge que l'on connaît parce que l'inflation des coûts ont été extrêmement importantes depuis le Covid et après avec la crise de l'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que voilà, sur site d'Épinay, on n'a pas la gestion de la restauration et de la boisson parce qu'on l'a confié à un opérateur qui fait pour moi mieux que nous, dans le sens où il offre une vraie proposition. Tu l'as vu quand tu es venu manger. Et puis, on se démarque. En fait, c'est pas dans un centre ou dans les clubhouse, tu manges sur le pouce avec de la pizza réchauffée ou une planche de charcuterie. Là, il y a une vraie offre de restauration. Avec des vraies places assises aussi. Avec des vraies places assises. On a un restaurant et on a un clubhouse, donc bien séparés pour nous permettre, en plus, si demain on fait une privatisation sans gêner le restaurant. Et du coup, voilà, on a cette offre qui est quand même plutôt très quali, où on a certes du fast-food, mais on a aussi des choses un peu plus quali, comme le bowl, où là, vraiment... Ceux qui veulent rester légers sur le terrain. Exactement. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un club qui fonctionne et un club qui galère ? Écoute, je pense qu'en un, déjà, il y a le tempérament du dirigeant qui va faire beaucoup. C'est comme en fait, moi, j'assimile beaucoup l'entrepreneuriat au sport de haut niveau. Tu as des sportifs qui vont pas forcément se mettre, pas dire la pression, mais qui vont pas forcément viser très haut. Et donc, forcément, ils vont atteindre des résultats souvent pas forcément élevés. Et un chef d'entreprise, si à un moment donné, il ne va pas chercher une performance comme un athlète de haut niveau, eh ben c'est déjà pour moi le premier argument. Après, il y a l'animation que tu vas y mettre. Souvent, on dit l'entreprise ressemble au caractère ou au dirigeant. L'équipe ressemble au dirigeant parce que c'est lui qui va mettre l'ambiance, c'est lui qui va mettre la dynamique, c'est lui qui va... Donc moi, je suis assez poussé chiffres, assez poussé performance. Dès qu'on va faire un chiffre où on va exploser les compteurs, ça ne va pas me satisfaire, je vais vouloir encore plus. Un peu comme un athlète, tu vois, il va faire un record, mais en fait, il en est content, mais il va vouloir déjà faire un nouveau record dessus. Donc, je pense que déjà, il y a ce tempérament. Il y a des gens qui entreprennent aujourd'hui et qui se satisfont de pas grand-chose et qui se disent, ouais, ça me suffit. Mais tu veux pas aller chercher plus ?
Non, je suis bien comme ça. Donc, malheureusement, tu vois, il va pas insuffler une dynamique forte pour son business. Et donc, forcément, c'est un frein. Et puis après, il y a d'autres acteurs et d'autres facteurs importants. L'implantation géographique, elle est importante. Enfin, si demain, tu t'installes au fin fond de la Creuse, dans un village de 300 habitants, faut pas t'attendre à une réussite comme si demain, tu as pignon sur rue et que tu ouvres dans une agglo où il y a 200-300 000 habitants et que tu es le seul opérateur. Donc l'implantation, l'offre commerciale que tu vas proposer aussi, est-ce qu'elle est en adéquation avec la population? Tu peux pas proposer les mêmes tarifs. Tu vois, même nous, on a des tarifs différents d'une implantation à une autre. Fort Padel Boulogne, il y a un tarif plus cher qu'à Épinay. Mais en province, il y a des tarifs encore moins chers quand tu prends par exemple Fort Padel Orléans. Parce qu'il faut aussi s'adapter au pouvoir d'achat local. Et puis après, il va falloir adapter des offres. En province, les tournois marchent en week-end, pas en semaine. En Ile-de-France, ces tournois, tu les fais en semaine et pas le week-end. Il y a aussi une difficulté à remplir les heures creuses, des heures pleines. Tu vois, moi, c'est un combat qu'on mène chaque jour. C'est que les heures pleines, on n'a pas trop de complications à les louer. D'ailleurs, aujourd'hui, on essaie de limiter l'animation sur les heures pleines. C'est-à-dire qu'on laisse le flux des gens qui veulent réserver et jouer en loisir. Mais tout ce qui va être académie, coaching, stage et surtout les tournois, on va plutôt pousser en heures creuses, donc en semaine, en journée, que le soir et le week-end. On va en faire un petit peu quand même parce qu'il faut qu'on accompagne notre clientèle sur des créneaux où les heures pleines, on ne peut pas non plus que mettre du flux. Et en fait, c'est toute cette animation que tu vas mettre et comment tu vas bien comprendre sur ton territoire pour faire matcher l'offre et la demande, tout simplement. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que, moi j'entends beaucoup les joueurs, parce que je suis beaucoup au contact des joueurs, tout le monde me dit j'ai monté un centre. Comme si c'était, tu sais, un peu, on claquait des doigts. Donc, toi, qu'est-ce qu'on idéalise trop dans ce paddle business? Parce que j'écoute les mecs, mais on dirait que c'est comme tu disais tout à l'heure, ils pensent juste au prix du terrain. Alors, je pense qu'il y a quand même le foncier qui est ultra important, la localisation. J'ai l'impression que c'est un peu idéalisé parce qu'on voit bien que quand même le paddle, ça cartonne. On voit bien que quand même il y a des sous aussi à faire. Mais justement, je pense est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un effet de mode avec le paddle, c'est clair. Il n'est pas à redire. Il y a un vrai engouement. Et tant mieux, ça aide à l'accélération et à la pratique de ce sport. Mais comme on a eu avec le fitness à un moment donné, moi je l'ai connu, pendant 13 ans, j'ai dirigé des clubs de fitness. Il y a eu un essor de foot. Ouvrir un club, t'avais la queue quasiment pour les gens qui viennent s'inscrire. Va aujourd'hui ouvrir un club de fitness. Je te mets au défi d'avoir ça, si t'avais autant la queue qu'on avait il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Mais comme dans d'autres modèles, où parfois, tu vois, je me rappelle, les premiers Five Guys qui ont ouvert en région parisienne, il fallait faire 2 heures de queue pour aller prendre un sandwich, quoi. Maintenant, on va dans un Five Guys, en 5 minutes, t'es servi, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu un effet de mode. Là, il y a un engouement pour ce sport qui est aussi fédérateur parce que quand tu y joues, tu y prends tellement vite goût, tu accélères tellement vite ta progression que tu as envie encore de retaper la balle dès que tu peux. Alors que d'autres sports ne génèrent pas aussi ce truc-là. Donc, je pense que ce sport-là et l'effet de mode actuel fait que ça matche bien. Il est très ressemblant aussi à notre mode de vie aujourd'hui. Il y a beaucoup, tu vois, de joueurs de tennis font la comparaison en disant en fait, le tennis, c'est un peu lent, c'est un peu mou. Je ne vais pas dire qu'on se fait chier, mais en fait, il ne colle plus avec la vie d'aujourd'hui où on veut tout vite, tout de suite, là, maintenant. C'est vrai qu'on progresse vite aussi au paddle. On progresse vite. On se fait vite des contacts. C'est très sociable comme sport. Moi, je le vois, par exemple, dans le foot à 5, on avait un groupe WhatsApp et on essayait de générer des parties qu'on appelle des matchmaking. C'est-à-dire qu'en fait, le club dit j'ouvre une partie, les 10 premiers joueurs qui viennent dedans, bingo, on bloque le créneau et vous jouez entre vous. Très, très compliqué à faire. Il y a des opérateurs d'ailleurs qui ont essayé de lancer des applications là-dedans. Dans le paddle, tu veux jouer demain, donc déjà, tu n'as pas 9 jours à trouver comme dans le foot, mais là, tu as 3 jours à trouver, donc déjà beaucoup plus facile. Et en semaine, en journée, en soirée ou même le week-end, c'est toujours des mecs. Tu mets, je suis niveau un tel, j'ai réservé une piste de telle heure à telle heure, qui veut jouer avec moi? Et dans les 5 minutes, tu sais tout de suite si ça va se remplir. En fait, tu t'es trompé dans ta phrase quand même. Tu as dit je suis niveau un tel. En général, je suis plutôt niveau 6. Ouais, il y a aussi ce problème-là. Ça c'est un autre sujet. Plutôt, là, 6 ou 7. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, en fonction de tu vas mettre ton niveau, tu vas mettre le créneau, le jour, le centre où tu as réservé. Et là, en fait, très, très rapidement, donc même nous aujourd'hui, au sein du club, tu vois, on demande à nos équipes de créer du matchmaking. On voit qu'il y a des trous dans le planning. Tenez, proposez un. Et en fait, aujourd'hui, tu as des joueurs qui jouent entre eux, mais tu as des joueurs aussi indépendants où dès qu'ils voient des parties qui s'ouvrent, où il manque des joueurs, mais c'est les premiers à sauter dessus. D'ailleurs,
On a joué en août, si je dis pas de bêtises, on avait joué en août 24. Et j'étais derrière mon PC en train de travailler. Et là, boum, je vois des parties qui. Et je me dis, bah tiens, vas-y, je vais dessus. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'on a joué une première fois d'ailleurs, avant vraiment d'apprendre à se connaître dans le monde du paddle. Et moi, je sais que j'ai fait plein de belles rencontres. Et surtout, c'est que je crois que c'est là où j'ai le mieux progressé. C'est quand je suis allé dans des parties où je ne connaissais pas les gens, parce qu'il a fallu que je m'adapte à jouer. Le gars, il dit, ouais, moi, je joue que à gauche. Alors que toi, tu joues à gauche. Ok, vas-y, je vais jouer à droite pour te faire plaisir. Du coup, tu dois t'adapter. Tu vas jouer avec des gens qui sont moins bons ou bien meilleurs. Parce que souvent, tu as des surprises. Je pense que tu le sais. Et même quand tu vois, je jouais avec des gens qui étaient vraiment pas bons, et ben, ça m'apprenait aussi à essayer de me mettre à leur niveau pour essayer de ne pas leur mettre non plus une déculottée, quoi. Moi, ça, je trouve ça le plus fou. C'est d'arriver et de dire je bombe le torse, moi, je suis le meilleur. Et en fait, je me vanne de leur avoir mis 6-0, 6-0, 6-0. En fait, les gens en face, ils sont frustrés. Ok, c'est cool, t'as mis la pâtée, mais quand même, je trouve que c'est bien d'y mettre les formes et que les gens ils aient pris autant de plaisir que toi à jouer. Je trouve que tu prends aussi du plaisir dans ce cadre-là. Et c'est là où j'ai le mieux progressé, c'est à chaque fois que je joue avec des gens différents. Quand tu joues tout le temps avec les mêmes personnes, toutes les semaines, moi je le vois, hein. J'ai des amis que je connais, ils jouent toutes les semaines avec les mêmes personnes, mais en fait, ils ne progressent quasiment pas. C'est pour ça que moi, après, je prêche pour ma paroisse. Mais souvent, je dis aux joueurs, il faut faire des tournois. Parce qu'en fait, tu vas y aller, tu vas rencontrer le gars, tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, ça va être des matchs compétitifs. Et des fois, tu vois un mec arriver, il a une bedaine comme ça, il a un t-shirt un peu déchiré, tu te dis, bon, non, il t'éclate. Non, c'est vrai que le physique, en plus, dans le paddle, il n'a rien à voir avec le niveau. Incroyable. Et l'âge aussi, hein. On a vu des joueurs de très bon niveau, pas forcément qui étaient les plus jeunes. Exactement. Est-ce que la FFT encadre le paddle ou est-ce que, selon toi, elle le freine ? Écoute, je suis pas assez bien placé peut-être pour en parler, mais à mon niveau, nous, on a déjà... Parce que tu as en gros la Fédération française de tennis qui a quasiment tous les sports de raquettes sous son effigie. Et ensuite, elle délègue à des ligues départementales sur lesquelles nous, on est rattachés. Nous, avec la Ligue du 93, écoute, on a plutôt de très bonnes ententes. Franchement... on leur écrit, on les appelle. On a très, très bonnes relations. À chaque fois qu'on a eu la moindre truc, on leur écrit. Ils ont toujours été très proactifs, très bienveillants dans la pratique. Quand on a ouvert, on avait très peu de JAP sur le 93. Ça, c'est un truc qui est pas top. Et là où je pourrais peut-être mettre... parce que tu les avais appelés, non, c'est pas ça ? Ouais, je les ai appelés. J'aurais dit, écoutez, on a un souci, c'est que nous, on veut lancer ça et on est homologué. Alors, ça a pris beaucoup de temps déjà pour l'homologation. Là-dessus, tu vois, je trouve qu'ils sont... c'est à optimiser, ça. Ouais, c'est à optimiser. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, la pratique du paddle et surtout les tournois qui s'organisent, c'est le privé avant le public ou avant l'associatif. C'est surtout le privé aujourd'hui qui est en train de faire pousser et qui permet aussi au club de paddle, enfin à la Fédé, je veux dire, d'ouvrir des licences. Parce que pour participer à un tournoi, il faut ouvrir une licence, mais même un club privé, aujourd'hui, quand il est homologué, du coup, il peut vendre les licences pour la Fédé. Et en plus, on est objectivé. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux conserver mon homologation, il faut que je fasse minimum 40 licences par piste. C'est pas 1 an, d'ailleurs, à avoir à partir du moment où tu as la date d'homologation des tournois. C'est pas 1 an. Alors, la première année, ils ne te donnent pas d'objectif. Ouais, donc, quand tu ouvres... les licences, c'est du 1er septembre au 31 août. Et donc, c'est rare qu'un club ouvre le 1er septembre. Donc, tu vas ouvrir en cours d'année. Cette première année ou cette année avant que tu arrives sur une saison complète, ils te laissent carte blanche, il n'y a pas d'objectif. Par contre, quand tu démarres ton année pleine, là, tu es censé faire 40 licences par piste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas déjà entrés dans une forme de saturation au niveau du paddle et à quoi ressemblera le paddle français dans 5 à 10 ans, selon toi ? Ça va être 2 questions en une. Alors, si je suis les objectifs du groupe, aujourd'hui, Fort Paddle a l'intention de continuer à mailler encore le territoire français. Je vois d'ailleurs, j'arrête pas de me faire target sur Instagram, Facebook. On ouvre là. Anthony, je crois, j'ai vu. Anthony ouvre dans peu de temps. Il y a Saint-Ouen qui ouvre là aussi. En tout cas, ils connaissent une vraie success story. Il y a un élément important, c'est que en été de 24, il y a le groupe Vendis Capital qui est rentré comme actionnaire au sein du groupe et qui a apporté et l'expérience pour aider le développement et surtout l'apport financier qu'il faut. Donc aujourd'hui, le groupe a une force de frappe qui lui permet d'avoir les moyens pour pouvoir ouvrir autant de succursales parce que
ce que tu vois comme ouverture, c'est majoritairement des succursales et même pas des franchisés. Donc, c'est-à-dire que c'est le groupe en lui-même qui ouvre des centres en propre. Mais oui, là, il y a un maillage. La liste est relativement longue. Tu vois, sur LinkedIn, il y a des publications régulières parce qu'ils sont heureux et fiers de se dire qu'il y a des projets qui sont déjà... ça montre aussi leur puissance. Mais attention, ils ne se sont pas réveillés hier. C'est-à-dire qu'il y a des projets, pour certains, qui sont travaillés depuis 3-4 ans. Il y a des projets qui dorment depuis de nombreuses années, qui sont travaillés avec les collectivités, avec les métropoles, avec les départements ou autres, ou avec des bailleurs privés ou des foncières, sur lesquels ils ont déjà en fait planté. Et là, dis-toi, il y a déjà des projets qui sont déjà travaillés pour dans 2, 3, 4 ans. Ah oui. Qui sont travaillés maintenant. On va les voir popper plus tard. Ouais. Exactement. Donc en fait, il y a une vraie cellule au sein du groupe aujourd'hui qui est vraiment là pour déployer. Et l'objectif, si je ne me trompe pas, c'est qu'ils veulent faire une quinzaine d'ouvertures par an, là, quasiment. C'est l'objectif, hein, c'est vraiment d'accélérer la croissance. Il n'y a pas une autre enseigne aujourd'hui qui a une telle dynamique. Mais en faisant quand même attention, parce que là-dessus, ils sont très vigilants, c'est qu'on ne va pas non plus ouvrir pour ouvrir. Surtout, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ouvrent pas des zones pour des franchisés. Ils le font pour certains, mais c'est de la succursale. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à se planter sur une ouverture parce que c'est eux qui vont en payer les pots cassés. Et il y a des zones géographiques où l'offre est en train de pousser à une vitesse, c'est qu'en fait, elle n'est pas freinée. Si on veut regarder un peu les chiffres aujourd'hui, en Espagne, il y a quasiment 16 000 pistes. C'est une piste pour 3 000 habitants. Ah ouais. En France, aujourd'hui, à fin 24, on était une piste pour 27 000 habitants. Donc, tu vois, le ratio, il est énorme. Il y a un grand écart. Là, fin 25, on était quasiment à 4 000 pistes de paddle. Donc là, on est déjà sur des ratios en dessous. Et l'objectif, c'est quasiment en France, c'est d'arriver à 15 000 pistes, 15-16 000 pistes, quasiment au même niveau que l'Espagne. Et donc, on sera sur une piste pour 4 300 habitants. Aujourd'hui, si tu veux pas d'accident, et le conseil qu'on pourrait donner, c'est si tu veux t'implanter dans une ville ou dans une zone géographique, c'est d'avoir une piste pour 8-10 000 habitants, pas plus. Actuellement. Dans les années à venir, ça va sûrement changer parce que, en fait, quand tu t'installes, tu vas créer aussi du joueur de paddle. Donc, en fait, plus on va ouvrir de pistes, plus on va aussi accompagner la pratique. Donc, il ne faut pas le voir comme étant non plus un frein en disant il y a trop de sang, donc ça y est, c'est fini. Au contraire, il va y avoir aussi un moment où la pratique va exploser, plus il va y avoir de pistes. Ouais. C'est un peu comme dans le fitness. À un moment donné, il y a eu une quantité astronomique de clubs qui ont ouvert. Et derrière, en fait, ça a engendré plus de gens qui ont commencé à... Parce qu'ils voient l'enseigne et puis ils se demandent... j'ai déjà vu des gens rentrer dans un club de paddle juste pour se demander c'est quoi. Et puis exactement. Après, moi, je vois le nombre de joueurs qui ont démarré il y a 1 an et demi quand on a ouvert et qui maintenant jouent quand même à un niveau plutôt correct. On a créé aussi, donc quand un club arrive, il crée aussi des joueurs. Par contre, la difficulté qu'il y a, et là on le voit sur c'est qu'en fait le nombre de pistes aujourd'hui est largement important et a pris une importance beaucoup trop importante dans le sens où, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont sur une piste pour 6-7 000 habitants. Donc en fait le ratio il est en dessous. Sur du long terme, certains centres vont gagner leur vie, mais là aujourd'hui les centres ils sont un peu en train de crier famine sur un sein. Ok. On a le cas de figure je crois de la Suède ou je sais plus où. Ouais, alors pareil, mais la Suède aujourd'hui a ouvert trop vite. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait tu as la place. Ils ont grossi trop vite. T'as la place, sauf que du jour au lendemain, si tu te mets à ouvrir 15 000 pistes de paddle en 1 an, c'est sûr que c'est la fin des haricots pour les clubs de paddle. Ils ne gagneront pas leur vie. Par contre, si ces 15 000 pistes, tu les ouvres, mais tu te laisses 10 ans pour accompagner la pratique, tu n'auras pas de problématique en soi. D'ailleurs, on le voit avec le tennis. Tout le monde a dit ça y est, il n'y aura plus de joueurs de tennis. Quand tu regardes au final, le nombre de licenciés de tennis n'a jamais autant été important que depuis que le paddle est en train de se déployer. Oui, parce qu'ils prennent aussi, dans le licencié de tennis, tu n'as pas aussi le licencié de paddle, c'est comme c'est la même fédé. Non, aujourd'hui, tu avais 2 licences séparées, mais par contre, à partir de la rentrée prochaine, ça y est, c'est une licence multi-raquette. Okay. Ils reviennent à ce modèle-là, qui d'ailleurs passe de 26 à 33 €. Ah ouais. Surprise. Mais par contre, tu pourras faire tous les sports, du squash, du tennis, du paddle. Et donc, en l'occurrence, tu pourras souscrire ta licence de paddle dans ton club où tu joues régulièrement. Et avec ça, tu pourras aller même faire des tournois de tennis. Pickleball aussi ? Ouais, pickleball. La Fédé, d'ailleurs, l'a annoncé il n'y a pas longtemps. Ça y est, ils ont le ministère des Sports a donné l'agrément à la Fédé. C'est eux qui ont pour vocation à développer et qui vont gérer les licences de pickleball. Ouais. Et à quoi ressemblera le paddle français dans 5-10 ans, selon toi ? Écoute, je pense que on a encore de belles années devant nous. Il suffit juste de voir là dernièrement les événements qu'il y a eu, le Major à Roland-Garros. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va aussi nous aider
à faire rayonner le paddle. Le groupe participe activement aussi sur du développement en installant, là, ça va être 4 mois. Hein, je t'avais emmené à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Et Stylé. ben, Avec les balles qui partent. Ouais, alors ceux qui envoient des cloches dans la flotte. Ouais, c'était énorme, ça. Mais en tout cas, voilà, il y a 2 ans, ils ont ouvert une piste pendant quasiment un week-end. L'année dernière, ils ont ouvert une piste pendant pratiquement 2 mois. Là, quasiment, ça va être sur 4 mois. Donc, au pied de la Tour Eiffel. Entre mai et août, quasiment, ou entre mai et septembre, tu vois, quasiment 4 mois d'activité. Ça fait rayonner le paddle parce que ça fait parler de lui. T'as Lacoste qui vient d'annoncer là, l'ouverture de 2 belles pistes à Courchevel. Et puis, t'as des ouvertures un peu comme ça, éphémères, où Alpine a ouvert sur la place Vendôme il y a quelques mois là, une piste où ils ont fait venir en plus des grands noms comme Zidane et autres, j'ai vu, ouais. Pierre Gasly, où ils sont venus taper la balle. Et en fait, il y a d'un côté les centres en privé qui s'ouvrent et qui font du coup connaître le paddle dans les différentes régions. Mais tu as aussi des grandes marques comme Alpine, Lacoste ou même le groupe Fort Paddle et autres qui se mettent à développer des mouvements, des moments éphémères sur lesquels là, ils vont faire rayonner le paddle. Là, ils vont faire un focus dessus. Et c'est la joie du paddle, c'est qu'en fait, on permet ces choses-là. Sûrement avec le tennis, peut-être que ça c'était pas aussi évident. Mais là, en fait, tu viens demain, t'installes une piste n'importe où et ça devient en fait topissime. Ouais. Demain, tu vas le mettre sur un toit, tu vas le mettre là au pied des pistes, tu vas le mettre sur une île. La Tour Eiffel, c'est quand même stylé. Sur la Tour Eiffel, ça fait quand même partie des pistes quand même c'était vraiment stylé. Ouais. Il faisait chaud, tu te souviens, il faisait chaud. Ouais, on avait le plein été avec le soleil qui tapait. Malade. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Paddle, sur ce fauteuil pour parler du monde du paddle? Écoute, moi j'ai écouté Mouratoglou, c'est un gars que j'aime beaucoup, que j'ai suivi sur son interview sur Légende, donc podcast, qui a parlé un peu du paddle. Demain, si tu arrives à le faire venir, ça serait top. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, l'appel est lancé. Et puis après, non, ça serait cool, pourquoi pas, vraiment d'avoir l'avis d'un joueur pro, mais étranger. Ça serait ce regard sur la France ou ce regard sur le monde? Genre aujourd'hui, comment parce que quand tu regardes le haut niveau, les Français, on n'est pas dedans. Et comment aujourd'hui, tu vois un Espagnol ou un gars d'Amérique du Sud, comment aujourd'hui il arrive à voir le développement du paddle en France, parce qu'il y a quand même une vraie accélération qui se fait. Ça serait intéressant d'un jour si tu arrives à inviter un... Tu sais quoi, je me le note là, parce que sinon je me connais, comme le cerveau va vite, je me le suis noté, parce que j'ai un petit contact qui serait possible, je pense. Mais on n'en dit pas plus et on verra par la suite. Écoute, pour finir, je te propose un petit jeu, une série de questions, et je vais appeler ça les questions qui piquent. Ok. Et tu dois répondre uniquement par oui ou par non. Ok? Et tu as le droit à un joker. Ok? Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Le paddle est aujourd'hui surévalué médiatiquement. Non. Le paddle est en train de devenir un business avant d'être un sport. Je dirais ouais et non en fait. Oh bah non. Ouais. C'est les deux en fait. C'est les deux. Okay. C'est à la fois un business et c'est aussi un sport. Il y a trop de gens qui se lancent dans le paddle uniquement pour l'argent. Ouais, là je dirais oui pour certains, ouais. Il y aura trop de clubs de paddle en France d'ici 5 ans. Je suis pas sûr, donc je dirais non. Il y a des projets paddle montés par des gens incompétents. Bah pour certains, oui, on l'a vu, il y a eu des accidents. Hein. Certains clubs ne passeront pas les 3 prochaines années. Sûrement. C'est non. Ouais. Le modèle franchisé est plus sûr qu'un club indépendant. Je vais mettre Joker pour 2 raisons, parce que je pense que en fonction de la taille de la machine, je le développe parce que tu vois, il y a des clubs indépendants qui marchent très bien, et d'ailleurs aujourd'hui en France, tu as plus d'indépendants que de clubs en franchise. Donc ça serait de mentir de dire oui, mais c'est plutôt demain, toi, tu as le choix entre lancer un club en indépendant ou lancer un club en franchise. Je pense que tu iras plus vite dans ton développement en franchise, mais tu pourras je pense, très bien gagner ta vie en indépendant. Je pense que ça va être surtout la particularité que tu vas apporter. Et un indépendant aussi a cette faculté, c'est qu'il va peut-être aussi apporter une autre atmosphère qu'un club en franchise. Il sera moins aseptisé, il aura peut-être plus une ambiance familiale,
Et je le vois en région parisienne, il y a quand même des clubs indépendants. Tu prends Padel Horizon qui a aujourd'hui une vraie identité. Ah oui. Tu prends Padel 95 qui apportent quand même leur touche aussi, leur particularité. Faut pas voir que non plus que le club en franchise ou en ancienne nationale, forcément les meilleurs de tous, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que quelqu'un demain, tu le mets à la tête d'un club et tu dis écoute, tu connais pas trop le paddle ou t'es joueur comme ça en loisir, lance ton club indépendant, le soit en franchise. Il aura, je pense, 8 chances sur 10 de réussir en franchise. Oui, plutôt qu'en il aura peut-être 4 ou 5 chances sur 10 de réussir en indépendant, quoi. Tu conseillerais à tout le monde d'ouvrir un club de paddle aujourd'hui? Non. La FFT est parfois déconnectée de la réalité terrain. Je dirais oui. Pour ou contre une fédération concurrente à la FFT pour le paddle? C'est trop loin de moi. En plus, c'est très politique, donc je dirais non. Ça viendrait foutre le bordel. Ok. Tournoi coaché, bonne chose? Écoute, ça fait partie des dérives du paddle qui arrivent. J'en entends tout et n'importe quoi. J'ai envie de te dire, le paddle ne paye pas. Voilà, tout le monde pense que ça paye. Voilà. Si les gens arrivent à ce besoin de proposer ces services-là, c'est qu'à un moment donné, c'est un complément de revenus qu'ils ont trouvé. Donc je pense que ouais, c'est une bonne chose. Après, il y a d'autres dérives. J'entends dire ouais, c'est pas bien parce que c'est n'importe quoi. T'as des mecs qui sont top 100 et qui coachent des mecs qui sont nullissimes et du coup, ça crée un variable qui est du grand n'importe quoi. Écoute, moi, je suis pas forcément contre. Maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être apprendre à le cadrer. Plutôt que de dire non à tout, vaut mieux plutôt apprendre à le cadrer et à dire bah, regardons pourquoi il y a cette demande, regardons pourquoi il y a ce besoin-là à tout prix. Le meilleur exemple, c'est Hanouna. Hein. Lui, à un moment donné, il a annoncé, il a dit moi, je veux faire partie du top 100 français. Il l'a fait, bravo à lui. Et la seule chose, c'est que comment il l'a fait, il est parti chercher quand même des grands noms. Hein. Le mec a joué quand même avec des poids lourds. Donc c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté aussi de certains joueurs de se dire moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir à côté de moi un poids lourd. Donc pourquoi ça serait fermé que pour des gens qui sont hyper connus, qui ont de l'argent? Pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas l'ouvrir à d'autres, mais peut-être en le cadrant? Parce que je sais pas toi, quand tu es JAP, est-ce que ça te dérange sur un tournoi d'avoir un gars qui est bas de classement, qui joue avec un gars qui est haut de classement et qui vont se coacher? Dans quel cadre? Après, il y a surtout aussi les aspects financiers peut-être à cadrer aussi, parce que il peut y avoir aussi des dérives là-dedans. Hein. J'entends vraiment tout et son contraire. Donc moi, je serais plutôt de dire allons-y et réfléchissons plutôt à voir comment il faut cadrer la chose. Peut-être une des questions les plus dures. Es-tu un bon joueur de paddle? Moi, je suis un joueur purement loisir et je joue pour m'amuser. Donc d'ailleurs, tu vois, j'ai fait un tournoi. J'en ai pas fait d'autres. Un P500. Ça aurait été tellement beau. Écoute, tu vois, je suis même pas attiré par la compète. Alors pourtant, là-bas, je suis un gros compétiteur dans plein de choses. Et là, le paddle, je le prends vraiment comme un moment pour moi de détente, de plaisir. J'adore gagner une partie, ça c'est sûr. Rentrer jusque-là dans de la compétition, non. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je cherche pas à être le meilleur. Je cherche plutôt à passer vraiment un très bon moment avec des potes. Tu dors bien la nuit avec ton projet de paddle? Écoute, oui. Ça me fait quelques maux de crâne parce que du coup, t'as le cerveau qui cogite en disant putain, t'as pas pensé à si. Ah putain, si. Et si on mettait ça? Donc forcément, ça t'alimente parce que du coup, tu fais que cogiter. Mais ouais, je dors quand même plutôt bien parce que on dort c'est pour des bonnes choses. C'est pas comme si c'était des problèmes différents. Tu as déjà douté sérieusement de ton projet? Écoute, tu sais, quand j'ai switché le foot en paddle, j'avais énormément de gens. Je crois même la majorité des gens autour de moi m'ont dit mais t'es complètement cinglé quoi. Ça fait 15 ans que tu fais du foot. Qu'est-ce que tu vas switcher ça? Et moi, je le dis toujours, j'étais pas ancré foot ni paddle. Sur le lieu à Épinay, c'était un lieu dans lequel on pratiquait du sport. Donc demain qu'on fasse du foot, du paddle ou demain on fasse un autre sport, je suis là pour proposer une offre de service. Et je vais me mettre surtout en adéquation par rapport à la demande qui est existante. Il faut savoir, je pense, en tant qu'entrepreneur, se remettre en question et à quel moment il faut peut-être se dire il faut peut-être que je switch un peu ou totalement mon modèle. Il n'est plus au goût du jour. Le meilleur exemple que je donne, souvent, moi, c'est Vidéo Future. Vidéo Future, aujourd'hui, qui irait demain louer un film
Bah, Vidéo Futur, voilà, a connu. T'en as loué des films à Vidéo Futur? J'en ai loué des films à Vidéo Futur. À l'époque, il y avait cassette VHS, et c'était top. T'allais à n'importe comment, tu allais choisir ton film. C'était un modèle qui, à un moment donné, il y avait des Vidéos Futures partout en France. Ouais. Il n'en existe plus. Et parce qu'ils n'ont pas su se remettre en question, ils n'ont pas su innover, parce que je pense qu'un entrepreneur doit constamment innover. Et en l'occurrence, ils n'inovent pas, et on le voit dans les grandes marques, des marques comme Apple, Amazon ou autres, passent leur temps à innover, passent leur temps à développer des nouveaux produits, passent leur temps à switcher s'il faut de modèle. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'était indispensable. Il fallait qu'on apporte quelque chose de nouveau. Et pour moi, parce que j'avais plus la bonne dynamique avec le foot, parce qu'au bout de 15 ans, je pense qu'on avait fait le tour. Et parce qu'aujourd'hui, il y avait une plus grande pertinence avec le paddle qu'avec le foot. Et surtout, et c'est ce que je vais dire à tous les entrepreneurs qui peuvent nous écouter, allez-y surtout quand tout le monde vous dit n'y allez pas. Parce que alors des conseils de mais t'es cinglé, ça va te coûter trop d'argent, mais tu fais la plus grosse erreur de ta vie, surtout ne fais pas ça. Ok. Vous savez quoi, vous tous vous n'y allez pas, mais vous ne faites rien. Et justement, c'est là où je vais y aller, où personne n'y va, que justement je vais prendre le risque de le faire. Et d'ailleurs, tu vois, encore là sur un autre projet, on n'arrête pas de me mettre pas des bâtons dans les roues, mais plutôt des réflexions, des remarques en disant mais t'es complètement cinglé de faire ça. Justement, c'est si je suis cinglé que je vais y aller. Et je pense qu'un entrepreneur aujourd'hui qui a réussi, c'est parce qu'il a pris des risques et parce que surtout il n'a pas écouté son entourage. Surtout quand on te dit ne fais pas ci ou fais ça, etc. Parce que c'est souvent les gens qui te conseillent qui ne font rien. Si c'était à refaire, tu prendrais exactement les mêmes décisions? Je pense que oui, ouais. Il y a peut-être quelques petits détails, mais j'aurais même dû switcher le foot en padel beaucoup plus tôt. Si j'avais pu le faire un ou 2 ans avant, ça aurait été peut-être encore mieux même. La seule question à laquelle tu aurais aimé répondre autrement? Là, aujourd'hui, là écoute, j'en vois pas d'autres.